Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Up conférence. Avant de laisser la parole à Dicia qui va animer cet événement, merci beaucoup d'ailleurs pour cette animation, merci à nos intervenants. Pour ce beau sujet qu'on va traiter avec nos intervenants justement, mais avec vous tous aussi, puisqu'il y aura comme d'habitude un temps pour l'échange avec la salle. Vous pouvez déjà tweeter si vous le souhaitez avec le hashtag UpConf. Un petit mot sur le mouvement Up qui se propose, comme ce soir, de réunir les acteurs du changement, ou en tout cas des personnes qui proposent sur différents sujets des innovations, des projets qui créent plus de solidarité, plus de réflexion sur la question environnementale, plus de liens sociaux. Le mouvement Up, en tout cas, l'idée, elle est assez simple, c'est de dire que les enjeux sont tellement complexes aujourd'hui qu'il n'y a pas une catégorie d'acteurs finalement qui détient les solutions, mais que les solutions, elles vont venir, on le voit bien, particulièrement en ce moment, d'un dialogue, d'une co-construction entre les acteurs, qui soient acteurs publics, qui soient entrepreneurs, qui soient associatifs, qui soient du monde académique, qui soient étudiants, qui soient simples citoyens qui aient envie de s'engager. Le mouvement Up, c'est ça l'idée, c'est de réunir notamment via des événements comme ce soir, mais aussi des productions, le livre Up to You qu'on avait édité il y a quelques temps maintenant, pas mal de vidéos, vous pourrez retrouver en intégralité, et on le dit aussi pour ceux qui nous suivent en live et qui malheureusement n'avaient pas pu assister à cette conférence. Cette conférence donc sera disponible en intégralité, et c'est le cas pour quasiment toutes les Up conférences avec des déclinaisons d'événements, les Up Café notamment où on est plus avec des porteurs de projets, Up Factory où on soutient justement des porteurs de projets innovants, etc., etc. Et les productions, vous pouvez les retrouver sur le site des Up Conférences ou sur le réseau social Up Campus, où on est plus de 100 000 aujourd'hui à pouvoir s'échanger des idées, notamment. On remercie nos partenaires, sans qui ces événements n'existeraient pas, puisque la promesse des Up Conférences, c'est d'être gratuit et accessible à tous, encore une fois dans la limite des places disponibles. Mais en tout cas, la gratuité est importante pour que chacun puisse venir s'inspirer auprès de nos fantastiques intervenants. Sur les réseaux sociaux, je vous le disais, vous pouvez tweeter UpConf, et puis on est un peu sur tous les réseaux sociaux, en plus de Up Campus, qui est notre propre réseau social. On est ravis d'être ici, c'est toujours un plaisir aussi d'être dans le 18e, et dans ce magnifique endroit avec cette très belle salle. On remercie les équipes qui nous accueillent une nouvelle fois. Ça fait pas très longtemps qu'on vient ici, mais c'est un grand plaisir. Sinon, le principe des événements Up, c'est d'être itinérant, donc de changer d'endroit, d'arrondissement, de lieu. On peut être dans des lieux culturels, dans des jolies salles comme celle qui nous accueille aujourd'hui, dans des mairies d'arrondissement, dans des entreprises. Et donc voilà, si vous avez des idées de salles qui pourraient accueillir les Up conférences, n'hésitez pas à nous en informer. Je crois que j'ai à peu près tout dit. On est ravis en tout cas d'accueillir nos intervenants pour ce sujet qui, je vous le disais, a déclenché les passions. On voit qu'il y a un vrai intérêt pour ce sujet, peut-être parce qu'on est trop consommateur ou trop connecté et qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir un peu autrement. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on avait envie de traiter ce joli sujet et on est ravis que vous soyez tous aussi nombreux ce soir pour écouter nos intervenants. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, bonsoir à tous. Alors, comme vous le disiez, on est très heureux parce que ce soir, vous étiez très très nombreux à vous inscrire. C'était même compliqué de refuser du monde. Ce qui prouve bien que c'est un sujet, les low-tech, qui interpelle de plus en plus de monde. Et on va évidemment en parler ce soir parce que, est-ce bien nécessaire de le rappeler, dans un contexte climatique, écologique plus qu'alarmant, eh bien, face à la high-tech, il y a les low-tech qui font quand même appel au sens de la créativité. Il faut être malin pour créer des low-tech et qui cherchent des solutions, voilà, aux problèmes quotidiens. Voilà, donc nous allons parler de tout ça. Et puis, on parlera aussi évidemment de cette philosophie de vie, parce qu'au-delà de toute la technique, c'est une philosophie de vie. Donc, on parlera de tout ça tous ensemble ce soir. Et justement, pour en parler avec nous, je vous demande d'accueillir Amandine Garnier. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir, tout à fait.
Prenez place là. Vous êtes alors une ambassadrice de low-tech de la première heure. Vous avez quand même. Vous avez travaillé pendant 3 ans et demi au sein du mouvement Gold of Bengal et au Low-Tech Lab. Vous nous en parlerez. On a beaucoup d'exemples justement du Low-Tech Lab. Et vous nous expliquerez ce que c'est que le Low-Tech Lab. Alors l'idée, c'est que vous allez un petit peu partout dans le monde, vous repérez des low-tech, vous les expérimentez et vous les mettez à disposition de tous via une démarche très collaborative. C'est de rendre ça accessible au plus grand nombre. Voilà, donc vous reviendrez là-dessus et vous allez tout nous raconter. Je vous demande d'accueillir Benjamin Adler. Voilà, très bien. Vous êtes journaliste spécialiste en innovation, prenez place. Vous êtes cofondateur de l'agence Dixit, qui est une agence spécialisée en communication et en médias et qui reverse surtout 6% de chacun de ses contrats à des associations de protection de la planète. Voilà, donc c'est quand même un bel engagement et c'est un engagement que vous avez poussé jusque dans les murs de votre maison, on va y revenir. Vous vivez en Dordogne et vous avez construit une maison qui s'appelle un Earthship, vous allez nous expliquer ce que c'est, qui est une maison autonome. Vous êtes relié à aucun réseau, ni eau ni électricité, qui est une maison qui tend à une autonomie alimentaire, on va voir comment ça fonctionne, et qui est une maison qui est faite alors à 40% à base de matériaux recyclés, mais c'est beaucoup plus rigolo quand on dit que c'est avec des pneus, des canettes, des bouteilles. Et c'est une très jolie maison, voilà. Donc vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Et enfin, Thomas Desaunay, bienvenue. Hop. Merci beaucoup. Thomas, vous êtes, je me mettrai là comme ça, très bien. Vous êtes docteur en sciences des matériaux, c'est très impressionnant comme ça. Vous avez travaillé chez Actéon Environnement, qui est un bureau de conseil qui met en place des stratégies et des politiques environnementales. Vous êtes également très investi dans de nombreuses associations comme Climates. Et vous êtes administrateur de la Fabrique écologique, un think tank prenant évidemment des valeurs de l'écologie et du développement durable à travers des propositions très pragmatiques et concrètes. C'est bien parce qu'on va parler de tout ça ce soir. Merci beaucoup à vous trois. Je vais enfin pouvoir m'asseoir. Alors, vous avez quand même des parcours très, très riches, tous les trois, je crois que c'est clair. On va revenir sur vos parcours tout au long de la soirée. Alors, comme vous le disiez, la soirée va être divisée en 3 temps. On va d'abord avoir une table ronde, des échanges pendant à peu près 45 minutes. Ensuite, la parole sera à vous d'ailleurs. On ne va pas mettre de thé, tant qu'à faire, c'est mieux. Pendant en gros une demi-heure. Et puis, je donnerai le mot de la fin aux intervenants. Et au cas où ce n'était pas clair, vous pouvez participer sur Twitter, vous avez le hashtag UpConf. Voilà, on peut enfin lancer officiellement cette table ronde. Amandine, je vais commencer par vous. C'est quoi les low-tech ? Commence fort. Alors la définition des low-tech, le problème c'est qu'il n'y en a pas de clairement définie. Nous au Low-Tech Lab, on a essayé d'en faire une, et à la base c'était ça, et c'était il y a 2 ans que ça a été fait ça, et depuis il y a eu un long cheminement qui fait que c'est plus ça, la définition qu'on présente, mais généralement on essaie de... Ça doit être une base. Voilà, de synthétiser en parlant de solutions utiles, accessibles et durables. Donc derrière chacun de ces mots-là, il y a évidemment pléthore d'autres concepts. Donc, pour faire court, derrière utile, on met justement se questionner sur le besoin de la solution. Alors, même si c'est compliqué de définir quel besoin est essentiel ou pas, quel besoin est nécessaire de combler ou pas, est-ce que c'est une envie, un besoin, bref. Mais en tout cas, voilà, essayer de se poser la bonne question sur le sens de la solution rencontrée. Accessible en termes de coût, de savoir-faire. Donc par là, ça ne veut pas dire que tout le monde doit savoir tout faire, mais en tout cas que les expertises, que les savoir-faire soient à portée de main, donc c'est-à-dire aussi relocaliser certaines choses. Et durable, là on en parle énormément en ce moment, mais d'où viennent les matériaux, comment a été conçu le produit pour que voilà, il ait un impact environnemental moindre. Face à ça, il y a plein d'autres personnes qui utilisent le mot low-tech avec des définitions qui s'approprient. Il y a des définitions... On entend souvent innovation frugale. Alors c'est un peu différent. Dans l'innovation frugale, c'est une démarche plutôt business, où on va essayer d'être ingénieux et de revoir la fonction de l'objet pour tirer les coûts et accéder à des marchés où il n'y a pas forcément d'énormément de moyens ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt l'ingéniosité. C'est pas le cas des low-tech ?
Les low-tech, c'est plutôt une démarche globale où on va comme je disais, prendre le contre-pied de la high-tech, voir quelles sont les problématiques. Et les problématiques sont d'enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Et donc, les low-tech vont essayer d'y répondre. Donc, voilà, c'est une démarche beaucoup plus globale qui n'a pas pour vocation de créer un marché ou de répondre à une dynamique économique, mais plutôt voilà, à des enjeux plus globaux. Donc, un exemple très concret, c'est quoi une low-tech? Un exemple de low-tech. Un exemple de low-tech, là, typiquement, c'était un réchaud à économie de bois. Ça, c'est une solution qu'on a rencontrée au Sénégal pour répondre à des problématiques de déforestation et de cuisson dans des maisons où donc, du coup, les fumées causaient des problèmes de santé, etc. Donc, c'est une solution qui a été développée pour répondre à ça, tout en essayant de respecter les usages, donc les femmes qui cuisinent, etc. Ça, c'est une solution, c'est un exemple adapté dans des contextes de pays en développement, mais après, il y en a plein d'autres qu'on va aborder. Faut pas courir. Hein. Doucement, qui sont adaptés, oui, gros problème, on le dit souvent. Des solutions qui sont adaptées en milieux occidentaux, qui prennent la forme de produits, mais aussi surtout de services ou de non-produits, non-services, justement, si on pose les bonnes questions. D'accord. De toute façon, on va revenir tout au long de cette table ronde et donner des exemples. Thomas, merci d'être là. Ça doit marcher normalement. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais un petit peu en introduction, c'est pas seulement un problème technique, c'est pas juste répondre, c'est une philosophie de vie. Ça veut dire quoi, vivre low-tech, se sentir low-tech? On se sent low-tech, on se réveille low-tech? Je pense pas qu'on se réveille low-tech, mais c'est vrai qu'il y a un certain cheminement intellectuel. Moi, par exemple, ça a commencé très concrètement quand j'avais mon tiroir, que tout le monde a, je pense, avec des câbles, des vieux chargeurs, des téléphones qui marchent plus, etc. Et là, on se dit, mince, il y a un problème. Moi, je me sentais assez coupable. J'avais produit tous ces déchets, je ne savais pas quoi en faire, donc je cherchais sur le site de la mairie de Paris quoi en faire. Je m'apercevais qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose de prévu et que quand on regarde derrière le recyclage, en fait, c'est une catastrophe. On ne sait pas séparer ce genre de matériaux. Et donc, moi, en tout cas, c'était le germe de ma réflexion. Et ensuite, on commence à être curieux et on se renseigne et on s'aperçoit en fait que beaucoup d'idées sont déjà là. Beaucoup de personnes ont réfléchi avant nous, c'est souvent le cas. Moi, je ne suis pas forcément à low-tech de la première heure, mais en tout cas, il faut bien que la démarche commence à un certain moment et après, on la nourrit. Et voilà, et je pense que c'est pour ça que chacun peut faire cette démarche. Mais voilà, ça prend du temps. Certains vont avoir une entrée. Voilà. C'est quoi l'idée? C'est d'être décroissant, de consommer moins? Là encore, excuse-moi si je ne réponds pas exactement, mais je pense que c'est à chacun de trouver ses propres réponses. Certains vont y voir de la décroissance, et effectivement, ça semble très lié. Mais pour moi, ça a vraiment été limiter les déchets. En fait, est-ce que vraiment pour vivre, j'ai besoin d'avoir tous ces déchets électroniques? Et puis après, découvrir tous les problèmes que pose le high-tech en termes d'énergie, de matériaux, de déchets, comme je l'ai dit. Et voir que la low-tech peut répondre en partie, pour certains usages, à ça. Alors, en commençant, on l'a dit 3-4 fois, on a quand même parlé de Twitter et du hashtag UpConf, au cas où ce n'était pas clair. C'est quand même pas très low-tech. Moi, je regarde mon téléphone qui n'est pas du tout low-tech pour savoir l'heure et combien de temps il nous reste. C'est compliqué de changer ses usages. Alors souvent, en exemple, donc tout à l'heure, on voyait le chauffage. C'est ça, c'est un réchaud. Souvent, on parle de la machine à laver qui est sur une bicyclette et qui fait tourner, qui permet de laver, etc. C'est quand même pas très moderne, tout ça. Oui, effectivement, je pense que c'est un point de départ très très important. Effectivement, quand on va se réveiller dans un monde où le high-tech est partout, et ça, je pense qu'il faut l'assumer à fond. C'est pas parce qu'on commence à comprendre que le high-tech pose des problèmes qu'il faut faire table rase et faire une espèce de chasse aux sorcières en essayant de traquer le high-tech partout. L'informatique, c'est nos loisirs, c'est notre communication, c'est notre travail. Et même, en fait, le low-tech, à l'heure actuelle, tire ses sources du high-tech, puisque clairement, on fait de la conception assistée par ordinateur de low-tech, de fours solaires, de maisons. Et ça, vraiment, il ne faut pas le mettre sous le tapis, quoi. C'est utile, c'est comme ça. On hérite d'un monde qui a certaines infrastructures, qui a certaines technologies. Et c'est pour ça que aussi dans la note, donc avec la fabrique écologique, on parle parfois de lower tech, donc c'est-à-dire des technologies plus basses, dans le sens, c'est plutôt une direction que vraiment un absolu, un idéal moral qui est
je pense, est complètement stérile. Mais au contraire, pour tel besoin, tiens, est-ce que j'ai besoin d'autant d'énergie, d'autant de déchets ou est-ce que par hasard, je pourrais faire mieux en m'éclatant et en lower tech. Voilà. D'accord. Bon, c'est bien, c'est déculpabilisant déjà. Benjamin, on va passer à la maison pas comme les autres, un peu magique, mais en fait, avant, on va essayer de regarder un petit film. Ça va nous donner une idée un peu plus claire de à quoi ressemble votre maison. Ah, mais c'est moi ça! Ah mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est même lui qui le dit. Super. Ah bah si c'est un vieux épi qui le dit, on est tranquille. Tu es comme ces grands adultes qui ne croient à rien. Heureusement, il y a plein de gens qui ne sont pas comme toi, plein. Mais bien sûr que non, c'est débile comme idée, ça marchera jamais. Alors, ça, c'était l'année dernière. Depuis, la maison est habitable. Et on va pas se mentir, on se connaît bien parce que c'est moi qui ai filmé ces images. Pour en faire un documentaire de cette expérience, j'en profite un peu d'autopromo. On est toujours à la recherche de financement, si jamais ça intéresse quelqu'un pour le documentaire. Voilà. C'était une expérience assez incroyable. Et si on peut remettre un petit peu de lumière avec les high-tech. Merci beaucoup. Donc on l'a vu, c'est construit avec des pneus dans les murs, des canettes, des bouteilles, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce qu'elle est low-tech cette maison? Comment elle fonctionne? C'est quoi les principes de base d'un Earthship? Qu'est-ce que c'est qu'un Earthship, ces maisons? Un Earthship, c'est une maison qui, à la base, dans sa jeunesse philosophique, est plus une maison survivaliste qu'une maison purement écologique. Je pense qu'un puriste de l'éco-construction ne serait pas d'accord si on disait que c'était une maison qui était purement écologique. Là où elle l'est, c'est pas dans la construction, c'est dans le fonctionnement qu'elle vous oblige à avoir une fois que vous vivez dedans. Et là, pour peu, elle est complètement écologique. Les principes, il y en a plein, mais c'est une maison qui est autonome. Donc, on n'est relié à aucun réseau, ni d'électricité, ni d'eau. Vous avez des temps oui, pour donc récupérer voilà, l'eau. donc je vais expliquer un peu plus. Donc en fait, on a 3 citernes, on a 19 000 litres d'eau stockés dans des citernes qui sont enterrés derrière l'enveloppe thermique qui englobe les pneus. Là, on voit la maison finie. Ouais, en bas, c'était donc la maison finie. Donc c'est 800 pneus qui sont en quinconce, qui ne dégagent plus aucun air. Et donc l'idée, c'est que c'est donc solaire uniquement. On n'a pas de chauffage et en ça, c'est low-tech. Donc là, je vais répondre tout de suite à ta question. On se tutoie comme on se connaît. Je vais répondre tout de suite à ta question. C'est qu'en ça, nous, on n'a pas de chauffage. La promesse d'une maison Earthship, c'est d'avoir jamais trop froid en hiver et d'avoir jamais trop chaud en été. Donc un exemple très concret, c'est donc le puits canadien. Le puits canadien, donc c'est facile. Un pipe céramique, voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec Earthship, on a beaucoup communiqué en anglais. Donc, parfois, quand il faut dire les mots en français, je galère un peu. Donc, en gros, c'est un espèce de gros pipe céramique. Et la chaleur qui est véhiculée dans la serre, puisqu'on a une serre qui fait l'écart entre les pièces habitables et là où poussent les plantes. Donc, on a une serre de 4 mètres sur 2. Voilà. Alors, je vais me permettre juste de revenir un tout petit peu parce que Benjamin est très fatigué pour tout vous dire aujourd'hui, ce qui rentre d'un voyage en Afrique du Sud et ça s'entend un tout petit peu. Donc je me permets juste un tout petit peu rapidement. Il y a un principe de géothermie, c'est ça qui permet à la maison d'être n'est jamais chaude, en fait il n'y a pas du tout de chauffage, c'est pas le solaire.
La qu'il y a pas du géothermie, c'est tout- un principe qu'en fait le pneu et le mur va emmagasiner Voilà, c'est ça. la chaleur pendant l'été et la rétrocède en hiver. Et ça, c'est fait grâce à l'enveloppe thermique qui enveloppe les pneus. Voilà. Voilà. Et il y a une verrière qui est plein sud. Et donc, Oui, du coup, la de maison 35 est mètres. jamais trop chaude, jamais trop froide, Voilà. sans utiliser d'énergie du tout. Ni l'énergie solaire, ni rien. Il n'y a pas de chauffage dans cette maison. Aucun. Voilà, donc là, on est super low-tech. Et justement, je termine mon petit raisonnement, parce qu'il faut comprendre. Donc du coup, automatiquement, l'air chaud part en haut. Et c'est en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a une... Effectivement, je suis fatigué. Bon, en gros, il y a l'air froid qui sort du puits canadien, il y a l'air chaud qui rentre de la serre, et c'est cet appel d'air qui fait qu'effectivement, il y a une circulation d'air permanente qui donc nous permet en été de ne pas avoir chaud, de ne pas avoir trop chaud. Et on l'a vécu cet été, on a vécu notre premier hiver dans un Earthship. Et donc du coup, c'était un peu une surprise pour nous parce qu'on avait cette promesse-là. On avait expérimenté un hiver, mais la maison avait été finie d'être construite très tard, début novembre, donc elle était ouverte plein au vent. Donc en fait, les pneus n'avaient pas eu le temps d'emmagasiner la chaleur. Donc on a eu un hiver plutôt correct, mais on ne peut pas dire qu'on a eu un hiver chaud. Mais par contre, on a eu un été où là, la maison a été complètement opérationnelle et là, a complètement respecté ses promesses. Et pour ça, là où c'est super low-tech, il suffit juste d'ouvrir une vanne, enfin, d'ouvrir laisser l'air sortir du puits canadien et d'ouvrir un petit store qu'on fait ça avec, comme sur un bateau avec une petite ficelle blanche. Voilà. D'accord. Alors, elle a beaucoup de principes. Je vais Mhm. peut-être les énumérer, ça sera peut-être un tout petit peu plus rapide. Vas-y. Alors, elle a plein de principes, et notamment, vous récupérez de l'eau de pluie, qui ensuite est filtrée. On va faire simple, elle est filtrée. Quand vous vous douchez, l'eau va ensuite dans un système de phytoépuration, tout le long de la verrière. Donc là, il y a des plantes qui poussent. Donc vous avez, je crois, des bananes, des tomates et un certain nombre de choses. Ouais, D'où le citronnier, principe oranger. de semi-autonomie. Donc ça vous permet de manger. Et quand vous tirez la chasse d'eau, ça arrose le jardin parce que c'est le même principe. Donc ça aussi, c'est très low-tech. Ouais. Quand même super. Bon, il y a des panneaux solaires sur le toit. Et on l'a dit, vous êtes donc relié à aucun réseau. Voilà. Donc tout ça est très low-tech. Mais du coup, Thomas, ce qui est pardon. génial, juste je me permets, parce que ce qui était fantastique pour nous cet été, c'est que normalement, en été, en période de sécheresse, tu es censé prendre des douches plus courtes. Voilà. Sauf que nous, comme l'eau des douches, c'est l'eau qui alimente la mare, qui alimente les plantes, qui filtre l'eau pour ensuite les renvoyer dans un circuit qui alimente la chasse d'eau, donc les eaux noires et l'évier de cuisine. En fait, nous, on est limite obligé de prendre des douches plus longues, là où, quand on n'est pas en low-tech, on prend des douches plus courtes. Voilà. Donc, on se retrouve en été à devoir faire tourner la douche. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une maison Ça, c'est merveilleux. qui doit être habitée, parce qu'elle a besoin de cette vie-là. C'est une maison vivante, en fait. C'est pas une maison qu'on peut planter pendant un mois pour partir en vacances. Il faut trouver quelqu'un pour y habiter. Comme le chat. Voilà. Et ben voilà, donc on voit, les low-tech, c'est plein de promesses. Ça, je suis sûre que ça vous parle, Thomas. La maison. Oui, et autonomie en énergie, en eau, notre low-tech 8 sur 10. Ouais. C'est tout 8 Ouais, est-ce qu'il y a un peu d'électronique quand même Pas beaucoup. Bon. Bah, je plaisante, pour donner un exemple, le chauffe-eau solaire, normalement, on aurait dû commander un kit avec un détecteur électronique. Et Earthship a dit non, on a juste mis une vanne. Donc ça, pour peu, c'est super low-tech. Les aérations, tu l'as vu, il n'y a aucun détecteur, il n'y a pas d'électronique. On ouvre une aération avec des ficelles. On se soirée sur un bateau avec des ficelles blanches, une corde. Pour peu, on ne peut pas faire plus low-tech. Donc, Je confirme. Alors, il y a plein de choses, justement, dans les low-tech, on l'a vu. Et on va essayer, dans cette deuxième partie, de voir un petit peu ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, c'est-à-dire nous tous, et ce qu'on peut faire à l'échelle collective, voilà, pour développer les low-tech un peu pour tout le monde. Thomas, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer nos habitudes ? Donc déjà, se séparer de tous nos fils, mais on a quand même le droit de continuer à avoir de l'informatique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui, alors pour les fils et les chargeurs, on voit bien que si on veut en sortir, il faut questionner la demande. Bon, là, je dis un peu une banalité, mais ça, c'est quand même la conclusion qui émerge, parce que la prochaine fois qu'on est dans un magasin et qu'on a envie d'acheter un truc, un câble, un objet électronique, on commence à voir un peu un déchet en puissance, quoi. On se dit là, pour l'instant, c'est encore dans l'emballage, mais dans 2 ans, en fait, ça sera un déchet. Donc, est-ce que j'ai envie d'acheter un déchet sur pattes ? Bon, moi, sinon, je vais pas vous donner de grandes leçons de ce que vous devez faire. Je peux juste vous parler de moi, ce que j'ai bricolé parce que ça m'intéressait et que ça faisait du sens pour moi. Par exemple, j'ai fabriqué un four solaire. Alors, je sais pas si par la magie de l'informatique, le slide d'après, normalement, c'est des fours solaires. Voilà, magnifique. Mais voilà, c'est quelque chose qui a fait du sens pour moi parce que, par exemple, ma consommation d'énergie, ça me
pesait un peu sur ma conscience, hein, je peux le dire, que ce soit des énergies fossiles, du nucléaire, est-ce qu'on préfère du CO2 ou des déchets radioactifs. Bon, ça, je vous laisse le soin de choisir ce que vous préférez. Mais en quoi c'est moderne un four solaire? Alors oui, c'est très moderne. En fait, donc là, c'est pas visible tout de suite. C'est pas visible. Alors, effectivement, il y a un peu la question, est-ce que les low-tech, c'est pas un retour en arrière, etc. Bon, déjà, les fours solaires, les fameux fours solaires de l'Antiquité, non, ça n'existait pas déjà. On ne cuisait pas au solaire en Antiquité, au Moyen-Âge, alors que pourtant, on aurait eu tous les éléments pour le faire, à savoir des vitres et éventuellement quelques réflecteurs. On les a eus dès la sortie du Moyen-Âge. Et pourtant, on ne l'a pas fait parce qu'encore aujourd'hui, on apporte beaucoup d'intelligence dans la conception pour faire des systèmes du coup réellement modernes, puisque c'est apparu il n'y a pas très longtemps finalement le four solaire, et remplacer un besoin donc, par une énergie fossile ou par une énergie nucléaire ou autre, par seulement une énergie solaire. Donc à mon sens, je trouve ça moderne en fait, puisque c'est pas parce que les matériaux sont simples qu'on fournit pas un besoin tout à fait agréable. En plus, les ratatouilles solaires, c'est particulièrement délicieux. Les légumes mijotent. Il faut vraiment tester. Caramélisé et du coup ça a un goût. Ah non, par contre ça ne caramélise jamais la cuisson solaire parce que c'est une réaction particulière qui se produit uniquement à haute température. Et c'est là où je voulais te dire une blague, mais en fait non, c'est une vraie question donc. Non, oui, c'est une vraie question, mais par contre du coup, en fait, il y a moins de cancer parce que du coup tout ce qui est la réaction qui fait un peu du noir, le charbon qui donne le bon goût. Ça c'est cancérigène. Donc du coup on n'a pas les trucs cancéreux. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences des matériaux. Ouais, voilà. Mais à l'époque, c'était dans le high-tech. Donc, tout ça, on était plus dans une logique extractiviste où on allait mettre du platine et du palladium, des métaux dont on n'a jamais entendu parler, mais croyez-moi, ils sont très, très rares dans tous les systèmes pour qu'ils marchent. Et j'ai un peu dû me reformer ou me déformer, je ne sais pas trop, pour en arriver à ces conclusions. Merci. Alors, Amandine, alors, plus qu'à l'échelle individuelle, je voudrais qu'on revienne juste sur l'association Gold of Bengal et les expéditions. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce que vous faites, justement, pour ramener ces low-tech à nous tous, les rendre accessibles? Alors, l'idée de base, c'était d'avoir constaté qu'il y avait plein de solutions qu'on peut qualifier de low-tech un peu partout dans le monde, mais qui déjà n'étaient pas identifiées comme low-tech et dans lesquelles on ne se projetait pas. Et parce que c'était utilisé à échelle très individuelle, développé justement un peu avec les moyens du bord, etc. Et l'idée, en fait, c'était justement de se mettre en expérimentateur, en explorateur de ces solutions-là dans différents domaines et de partager en fait ces expériences, de les documenter et de les diffuser au plus grand nombre. Donc pour ça, il y a 4 projets qui sont en cours à l'heure actuelle. Il y a Nomades des mers, qui est le plus connu en ce moment, puisqu'il y a une série sur Arte qui s'est terminée le 16 novembre. Là, l'idée, c'était de prendre un bateau pour le contexte d'autonomie et de slow mobility qu'il propose, en gros, et d'aller faire un tour du monde à la rencontre de personnes qui ont développé des solutions low-tech pour répondre à une problématique locale. Donc pour l'instant, on a surtout été dans des pays en voie de développement. Donc on a vu des solutions comme le réchaud du début, des solutions de culture de spiruline, des solutions de conservation des aliments par un système d'évaporation dans des poteries, etc. Il y a eu de la documentation et la série Arte. Ensuite, on s'est posé la question de dire tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait justement dans notre contexte occidental? Les solutions ne sont pas adaptées à nos usages, au rendement dont on a l'habitude. Et donc on est allé voir en France des initiatives, d'ailleurs on est passé chez Benjamin, et pour faire pareil, les documenter, et notamment sur la thématique de l'habitat, puisque c'est a priori un environnement dans lequel on a un moyen d'agir assez simplement et où on peut faire à peu près je dis bien, ce qu'on veut. Donc là, on a vu des solutions de chauffeurs solaires, je crois qu'on l'a en photo. Solution de chauffeur solaire, donc qui en gros, pareil, par un effet de serre entre des ardoises et une fine lame d'air, permet de récupérer de la chaleur en prenant l'air froid à l'intérieur de la maison, hop, ça le chauffe et ça rentre un peu plus chaud. Ça ne constitue pas une solution complètement pour se chauffer, mais ça permet de réduire l'usage des chauffe-eau, des chauffeurs électriques ou j'ai oublié le mot, de pétrole là. Bref. Chauffage quoi. Oui, voilà. Donc tout plein de solutions comme ça. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour passer ça à l'échelle. Là, on a fait des tutoriels. Maintenant, c'est de sortir du tutoriel puisque le mouvement maker est intéressant. Attendez, je reviens un tout petit peu parce que c'est quand même intéressant. L'idée, c'est que est-ce qu'il faut être un peu bricoleur pour faire ça? Parce que vous avez mis ça à disposition de tous où?
Sur une plateforme sur une plateforme collaborative où tout le monde peut déposer un tutoriel, peut avec améliorer comme un tutoriel. site. Allez-y. Lowtechlab.org. Voilà. Voilà. Et donc là, tout le monde peut aller. Est-ce qu'il faut être bricoleur pour faire ça? Il y a des solutions qui demandent Vous avez d'être des tutoriels? bricoleur. Voilà. Il y a des tutoriels écrits vidéo. Il y a des solutions qui demandent d'être bricoleur, d'autres un peu moins. Mais c'est aussi le constat de se dire que tout le monde n'est pas bricoleur, tout le monde n'a pas envie de bricoler, n'a pas un atelier à disposition. Et donc maintenant, comment on fait pour faire passer ça à l'échelle, donc justement à échelle plus collective. Mais bon, bref, pour revenir sur les autres explorations, il y a un projet sur les camps de migrants en Grèce à Lesbos, où là on nous a sollicité pour dire est-ce que ces solutions très simples ne pourraient pas améliorer les conditions de vie sur les camps de migrants. Et la dernière exploration en cours, c'est sur le secteur automobile, et notamment pour développer un matériau à base de fibres naturelles de jute, donc qui vient du Bangladesh à la base, parce que l'association trouve ses origines au Bangladesh. Et là, la question, c'est est-ce que dans une voiture, on peut remplacer des pièces qui, à l'heure actuelle, sont faites, je crois qu'il y a des images aussi, sont faites avec des fibres de carbone, de verre, qui demandent énormément d'énergie à développer. C'est le projet Agami qu'on voit juste derrière. Voilà, c'est ça. En fin de vie, on ne peut rien en faire à part les enfouir ou à la rigueur tenter de les brûler et faire de l'énergie, mais sachant que ça ne sera jamais rentabilisé de ce point de vue-là. Donc là, l'idée, c'était de prendre cette fibre naturelle, de prendre aussi des plastiques à recycler et de développer des matériaux adaptés au secteur automobile, puisque on ne fera pas disparaître les voitures demain. Il y a encore énormément, notamment le marché indien, qui va se développer et qui a envie de faire boomer un petit peu ces automobiles sur les routes. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions justement pour rendre ça un peu plus durable et ralentir en gros le process. Et au-delà de ça, c'est aussi low-tech dans le sens où ce prototype qu'on aspire à réaliser, il va être fait à Madagascar, dans quasiment l'unique constructeur automobile africain, qui lui-même dans sa démarche est low-tech, puisque c'est quasiment artisanal, il sort très très peu de véhicules au mois. Ils ont été dépouillés de tout le superflu qu'on peut avoir dans les véhicules, type sièges chauffants, qui sont assez discutables, somme toute. Et voilà, avec des locaux, voilà. Donc la possibilité de réparer la voiture sur place et vraiment d'avoir toute la maîtrise de la production. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au Lowtechlab, je crois que c'est clair. Bon, très bien. Alors quand on voit la voiture et le chauffeur tout à l'heure, parce que je pense, alors à moins qu'il y en ait qui viennent de très loin, on habite en ville, le chauffage solaire, le four solaire. Le truc, c'est qu'à Paris, c'est pas pratique, parce qu'il faut avoir le soleil qui rentre quand même dans la petite boîte. Comment on fait? Parce que, blague à part, en 2050, on va être 9 milliards, on sera 70% à vivre en ville. Comment on fait pour adapter des low-tech à tout ce monde-là? Parce qu'en préparant cette conférence, on s'est dit, et notamment avec Amandine, que le but, c'est que, quand même, vous ne repartiez pas avec l'idée que toutes ces technologies, elles servent à des pays en voie de développement uniquement, etc. C'est que tout ça, est-ce qu'on peut l'adapter au monde occidental, à nous et à notre manière de vivre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les low-tech, ce n'est pas que de la tech au sens objet. Même si, bon, voilà, il y a les produits sur étagère qui se revendiquent low-tech ou qui vont l'être sans qu'elles se nomment ainsi. Il y a ça. Il y a des startups, en tout cas que nous on connaît, qui se lancent pour développer des produits dans ce sens-là. Donc ça va être par exemple des jupes isolantes à mettre autour de sa casserole pour faire bouillir son eau plus vite. Ça va être un système de compostage en appartement qu'on appelle le bokashi, qui permet avec vos déchets organiques de faire un jus de compost, de mettre ça dans vos plantes. Le chauffer, c'est quelque chose qu'on peut mettre le chauffer, alors nous on a essayé sur des maisons individuelles. Maintenant, s'il y a des ingénieurs qui sont motivés pour adapter ça carrément. Et donc, il y a le produit. Et il y a aussi l'idée d'emmener les entreprises et tout le monde de l'innovation dans cette démarche-là, donc soit dans l'innovation frugale au final ou dans l'innovation low-tech, pour faire arriver des produits accessibles à tous. Et il y a aussi la philosophie, au final, la démarche, qui chacun peut se questionner en disant, bon, ok, j'ai envie de ça, attends, est-ce que ça fait vraiment sens de dépenser autant d'énergie, de ressources? Que j'ai besoin de 4 portables. C'est ça. De re-questionner ses besoins et dans tout au final, que ce soit dans un déplacement, dans un achat, on parle le train au lieu de l'avion par exemple. C'est ça, on parle ça rejoint un peu pratiquement tout ce qui est économie du partage, ce genre de choses. Donc c'est vraiment re-questionner son besoin et à partir de là voir quel ratio technologique est le plus acceptable pour le combler et essayer de faire à minima. Benjamin, dans la maison individuelle, il y a beaucoup de principes. Est-ce que c'est des principes qui sont adaptables à un immeuble? Est-ce qu'on peut reprendre des principes Earthship dans un immeuble pour
nous tous? Alors il y a un projet, je ne sais pas s'il est en cours ou pas, en tout cas il était dans les tuyaux il y a quelques mois, qui était, je sais que la mairie d'Annemasse avait laissé un immeuble de quelques étages, 2 immeubles de quelques étages, et qu'une association sur place avait contacté Michael Reynolds, donc le fondateur d'Earthship, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faire justement un Earthship en vertical et pas foncièrement en horizontal, puisque comme on l'a vu sur la photo, nous on est tout en horizontal. Mais pour revenir à la question que tu posais à Amandine, là où nous, on a voulu habiter dans un Earthship au départ, c'est parce qu'on était dans une société, à l'époque, on était à Los Angeles, et on a pris un peu de plein fouet la société de consommation. Et cette espèce de, moi, j'aime pas cette espèce de résignation de dire, alors oui, c'est un fait, on sera 70%, mais on peut aussi, si on le veut, et si c'est un choix de vie, quitter la ville. Et c'est ce que nous, on a voulu faire, parce qu'en fait, c'était le seul moyen pour nous d'arrêter d'avoir les fesses entre deux chaises, entre ce qu'on voulait vraiment faire et ce qui nous correspondait, et cette contrariété quotidienne d'un environnement qui ne te permet pas au quotidien d'être d'accord avec ça. Et a priori, moi, travaillant de la maison, ma femme aussi, l'endroit où on va passer le plus de temps, c'est dans notre maison. Donc au moins dans cet habitat, on était en paix et il y avait une vraie corrélation entre ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. Et surtout, là où c'est génial d'habiter dans un Earthship, et je vais essayer cette fois de bien le vendre, c'est que ça t'oblige en fait à t'adapter à la nature. Et donc quand tu t'adaptes à la nature, puisque nous, on est dépendant du soleil, on est dépendant de la pluie. Voilà. Donc quand il pleut, on est content parce que ça va remplir les citernes. Quand il pleut pas, ben, on s'adapte. On a eu un problème de citerne à un moment à cause des écoulements. On a vécu pendant 2 mois, on avait 3000 litres d'eau. Donc on rentre un week-end, c'est vide. On panique à bord. Et ben, en fait, on a vécu avec 3000 litres d'eau. Et en fait, le premier truc que tu fais, c'est déjà de voir qu'est-ce qui consomme beaucoup d'électricité. Donc la bouilloire, ça dégage. Le micro-ondes qu'on a déjà abandonné, mais ça, c'est pas possible. La machine à café, la petite machine, ça dégage aussi parce que ça consomme énormément. Et nous, ce qu'on fait, parce qu'on essaie d'être un peu puriste dans la démarche, c'est qu'en fait, avant de consommer et d'utiliser des machines qui peuvent consommer beaucoup d'électricité, on peut voir en temps réel ce qui rentre et ce qui sort. Voilà. Donc on voit quand la batterie est pleine, parce que c'est pareil, l'idée c'est que si on tire tout le temps sur une batterie up and down, up and down, up and down, on va réduire sa durée de vie. Et donc nous, non seulement parce qu'on ne veut pas réduire la durée de vie, mais en plus on essaie de pousser le principe jusqu'au bout, parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est là où je trouve que le gros problème de la ville, c'est que dans la ville, il y a toujours un intermédiaire entre toi et le problème. Nous, entre nous et le problème, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc on peut le résoudre. Bah oui, non, il n'y en a pas. Après, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Dans des maisons individuelles. Non, mais je dis pas ça. Mais moi, je parle pour moi. Donc le choix qu'on a fait avec ma femme, j'explique pourquoi on a voulu quitter la ville pour vivre dans cette maison qui t'adapte et qui en fait qui te fait réaliser plein de choses que tu ne réaliserais pas si tu quittes pas cet environnement. Je veux dire, si à un moment tu sors pas d'une zone de confort que tu connais, c'est difficile, tu peux faire 30 000 conférences, c'est difficile tout d'un coup de te poser les questions, il faut être confronté face à ça. Quand tu apprends là où tu consommes, quand tu apprends à t'adapter, à vraiment être responsable de tes actes. En fait, dans le Earthship, tu es responsable de tes actions, tu dois anticiper. Nous, on a évalué nos besoins en fonction de l'ensoleillement et en fonction de la pluie qui tombait en Dordogne. Donc, tu dois voir. Et moi, je trouve que ça, c'est hyper moderne, bien plus que d'être dépendant de réseaux électriques qu'on ne contrôle pas, quoi. Thomas, vous êtes administrateur de la Fabrique écologique. Est-ce qu'on peut avoir des recommandations pour les pouvoirs publics, de peut-être responsabiliser les gens? Tout à l'heure, Amandine parlait de compost en appartement. Alors, en l'occurrence, la mairie de Paris met à disposition des composts pour tout le monde à Paris. Donc, on peut demander un compost pour son appartement à Paris, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, des campagnes effectivement de sensibilisation pour précisément sensibiliser les gens, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Quand Benjamin parle de, par exemple, connaître sa consommation. Alors oui, on a fait des propositions dans la note de la Fabrique écologique, donc que vous pouvez trouver en ligne sur le site de la Fabrique écologique. On en a fait 3. Alors je vais pas vous les citer, mais il y en a une plus sur la fiscalité, déporter une partie de la fiscalité sur de la fiscalité environnementale, une proposition sur une chambre, une sorte de 3e chambre qui aurait un droit de regard sur la durabilité des services, des objets éventuellement qui pourraient être consultés sur ça. Et il faut toujours que j'en oublie une 3e. Tech Nation. Voilà, et un peu pour parodier la Startup Nation de notre président, on a dit pourquoi pas la Low-Tech Nation, donc faire de l'innovation low-tech. Donc là, on l'aura compris parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on peut coller innovation et low-tech, c'est pas que de l'innovation high-tech. Et pourquoi pas voilà, vraiment mettre toutes ces forces créatrices et de réflexion sur de la vraie réflexion low-tech. Donc voilà, ces propositions, vous pourrez les lire en détail.
ce que je voulais juste dire sur le sujet, c'est que cette question toujours des modes d'action, est-ce qu'il faut passer par le législatif? Est-ce qu'il faut tout attendre du pouvoir public central? C'est une très vaste question. On pourra seulement l'effleurer là. Et je pense que chacun a une intuition personnelle. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les entreprises. Je vois que c'est un obstacle pour ça, etc. Je pense qu'il faut rester empirique et très humble en fait, sur ce qui marche. Par exemple, moi, je me contente de connaître les personnes que je connais qui ont changé. Et je me dis, OK, je ne sais peut-être pas comment changer les villes et les rendre low-tech. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais en tout cas, je vois que là, il y a un petit bout de truc qui a marché. Et ça semble insatisfaisant. Hein. Oui, ta maison, bah oui, je ne peux pas la dupliquer chez moi parce que je suis en ville. Bah oui. Va falloir que tu réinventes ta petite brique. Ta petite brique quoi. Mais en tout cas, rester empirique. Quoi. Pas s'imaginer qu'il y a une espèce de mode d'action absolu qui va marcher partout. Et voilà, y aller pas à pas, humblement. Quoi. Et on disait de toute façon qu'il faut être malin pour faire de low-tech. Donc on peut aussi chez nous inventer des choses en fonction de nos besoins et de nos envies. Alors ça passe très vite et il y a plein de questions, mais il faut à un moment donné qu'on s'arrête un petit peu. Et puis je suis sûre que vous avez aussi beaucoup de questions. Alors chacun son tour. Je nomme Raphaël. Vous allez prendre un micro, Raphaël. Et puis comme je pense que vous êtes nombreux à avoir des questions, je vous demanderai de poser des questions pas trop longues. Oui, bonjour Raphaël. Bonsoir, J'aurais Raphaël. 2 questions assez rapides. C'est pour le monsieur qui a construit la maison. Ça, c'est une erreur. Vous voyez bien qu'il est épuisé, ce garçon. Un petit peu de travail quand même, s'il vous plaît. Quelle est la surface de la maison si on compte, juste au sol en fait 148 mètres carrés, surface plancher. Ok, en comptant le potager, etc. Ouais, bah, le potager est dans la serre, donc dans la serre, elle est intégrée dans la maison, donc ça comprend la serre, oui. D'accord, donc 148 mètres carrés. Bon, en gros, tu as entre 80 et 90 mètres carrés de pièces habitables, donc on entend salon, salle à manger, living room, la chambre de notre fille, notre chambre, 2 salles de bain. Et après, tu as une serre de 25 mètres de long, enfilée avec des baies vitrées, et ça, du coup, on l'intègre dans la surface plancher. Donc, en surface habitable, mais bon, après, tu peux très bien te poser face au soleil devant ton citronnier à lire un livre, mais ce n'est pas vraiment une surface habitable. Donc 148 surface plancher, habitable tel qu'on entendrait dans un appartement ou dans une maison sans serre, on est à 90. La serre est à l'intérieur de la maison. Oui, donc 148. D'accord, et donc vous êtes autonome en termes d'électricité, d'eau, et en termes de nourriture? Non. Non. Non, on n'est pas encore. Vous savez combien de mètres carrés il faut en potager pour alimenter une personne de façon indéfinie? Enfin, je veux dire. T'as la réponse ou? J'ai potentiellement une réponse, me mais je ne sais fait pas croire si que elle tu est as la vraie, donc je voulais vous poser réponse. la question, puisque vous avez l'air d'être beaucoup Non, plus alors calé que moi. attends, on n'a aucune ambition d'être autonome alimentaire juste avec la serre. C'est complètement impossible. Et en plus, on a un cahier des charges dans la serre qui fait qu'on ne peut pas remplir la serre que de choses comestibles. Ça marche comme de la permaculture. Voilà, c'est un peu comme un système de perma. Donc on est obligé de mettre des plantes, des fleurs qui ne se mangent pas. Donc on va avoir beaucoup d'épices, on a des citronniers, on fait plein d'expérimentations, on a tenté avocatier, bananier, on a beaucoup de basilic, coriandre, on a du kale, on a des épinards qui poussent beaucoup, des tomates, bref. Donc on n'a aucune ambition. Après, on est en train de travailler sur un grand potager permaculture en bas dans la prairie. D'accord. Voilà, là on a grandi la surface, mais dans la serre, on n'a pas cette ambition-là. Mais j'aimerais bien la réponse. Moi j'ai lu 100 mètres carrés et je voulais savoir si c'était vrai. 100 mètres carrés pour une personne? Par personne. Ça me paraît beaucoup. Enfin, pour. De c'est serre, quoi là donc. 100 mètres carrés de Oui. serre. Oui. Non, mais là, oui. La serre, elle ne fait pas 100 mètres carrés. Ah non. Et ils sont 3, avec une petite fille qui mange beaucoup. Donc, une autre question. Oula, alors attendez. On va faire du coup au plus près du micro, je suis désolée, mais on va revenir par là, rassurez-vous tout de suite. Bonsoir, vous êtes ? Bonsoir, Grégoire, moi j'ai une autre question pour du coup Benjamin. Combien de temps par mois ça vous prend d'entretenir la maison du coup? Parce que j'imagine qu'il faut entretenir tous ces systèmes. Et... Ouais, mais c'est pour ça que ça me permet de rebondir sur ce que disait Dicia par rapport à être malin. Moi, ma femme, elle n'a jamais construit de maison, moi non plus. Comme vous le voyez, ma technologie, c'est pas mon top. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être super bricoleur et il n'y a pas besoin d'être un expert pour réparer ce qui existe dans la Earthship. Nous, on fait appel à personne. Quand il y a un souci, c'est ma femme qui le répare. Quand il y a un gros souci, on fait un Skype avec Earthship et puis on a une sorte de tutoriaux un peu à distance. Et pour répondre à ta question, on nous avait dit 2 heures par mois et honnêtement, on n'y est pas. Alors, est-ce que tu comptes la serre comme l'entretien? Là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut juste arroser un peu le dessus des plantes parce qu'elles sont automatiquement alimentées par le dessous. Mais après, quand il n'y a pas de souci majeur,
on n'est pas à 2 heures par mois une fois que la maison est complètement finie. Donc ça demande pas vraiment énormément d'entretien. Enfin, pour l'instant, en tout cas, moins que ce qu'on nous avait dit que ça nécessiterait. 2 heures par mois, une maison normale. Hein. D'entretien ? Oui, c'est ouais, rien, bon, 2 heures par mois. honnêtement, on est à moins. Hein, donc, moi, C'est sans le ménage, bien sûr. Ah oui, non, ça, c'est pas de l'entretien, ça. Tout à fait. Merveilleux, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Dimitri. C'est une question pour Amandine. Alors effectivement, il y a pas mal de personnes qui se posent la question de pouvoir d'achat ces temps-ci, et puis notamment avec des catastrophes naturelles, des inondations, etc. Effectivement, le fait d'avoir une résilience, c'est un point qui est essentiel. Pourtant, on connaît assez peu les solutions low-tech, je pense qu'ils d'ailleurs permettraient peut-être de gagner ou de réduire ces coûts. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se développe beaucoup plus, pour qu'on en parle plus pour ça? Parce que je suis certain que ça aiderait énormément de personnes au jour d'aujourd'hui, quoi. Je vais déjà vous dire comment est-ce que nous on fait. Il y a sûrement d'autres moyens. Mais en tout cas, nous, alors il y a 2 choses notamment. On va énormément miser sur l'incarnation, de montrer que c'est possible. Via justement ces différentes explorations. À chaque fois, il y a une aventure, alors soit très maritime comme Corentin, ou vraiment liée à l'habitat, où on va vraiment être en immersion dans la situation et raconter autant qu'on peut de façon subjective comment on le vit et les difficultés et ce qu'il y a à améliorer, en espérant que quelqu'un l'améliore, bien sûr. Donc voilà, énormément de communication qui passe par Arte, qui passe par des vidéos qui vont sortir sur Red Bull bientôt. Donc voilà, tabler sur la masse, quoi. Et la deuxième chose, c'est que nous, on fonctionne sur un principe communautaire. Donc en fait, il y a ce concept Low-Tech Lab que nous, on a développé donc, depuis 3-4 ans à peu près. Mais l'idée, c'est que d'autres personnes se l'approprient. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a des communautés qui se montent. Il y en a une au Maroc, il y en a une en Allemagne qui se crée. Il y en a après à échelle beaucoup plus locale, dans des écoles d'ingénieurs, dans des villages. Voilà. Et donc l'idée, c'est que les gens se disent, bon, bah, voilà, c'est quoi les problématiques sur mon territoire, quelles solutions low-tech pourraient y répondre et quels moyens de déploiement aussi. Est-ce que c'est par le do-it-yourself, est-ce que c'est par l'industrialisation, est-ce que c'est par la formation, etc. etc. Donc voilà, essayer d'être le plus collaboratif possible. Après, l'intérêt, en tout cas ce que nous on ressent, c'est que le terme low-tech et tout ce qu'il y a derrière est hyper fédérateur. Donc à partir du moment où on l'a partagé, où les gens le connaissent, généralement, si ça colle avec leurs valeurs, bien sûr, ils se l'approprient assez vite. Un peu comme le mouvement Zero Waste ou quoi, ce que n'a pas pour avantage genre des trucs beaucoup plus théoriques que ESS et compagnie. Enfin voilà, c'est assez fédérateur et ça va pouvoir, je pense, une fois que ça sera essaimé et peut-être un peu mieux défini aussi, pouvoir rassembler pas mal de gens derrière. J'espère. Et partager le site du coup du Low-Tech Lab, vous avez des tutoriels et en parler du coup vous à l'échelle individuelle autour de vous. Je crois qu'il y avait 2 questions devant, madame. Bonsoir, c'est pour Benjamin aussi. Vous utilisez quelle énergie pour cuisiner au quotidien? Gaz. Gaz, ok. Voilà. Merci. Voilà, c'était juste comme pour faire le café sans électricité le matin, il n'y a pas le soleil. Enfin, même si on a un four solaire, enfin, voilà, c'était... Mais ils ont des batteries, vous avez des batteries, hein, donc il y a toujours de l'électricité. Oui, des batteries. Oui, j'ai compris. Ah ouais. Mais... Oui, gaz. Voilà. Oui. Du coup, biogaz de méthanisation? Non, c'est la prochaine étape. Mais pour ça, on a besoin que le potager perma fonctionne mieux qu'il ne fonctionne aujourd'hui. Parce que la construction, elle ne s'est pas terminée il y a si longtemps que ça. Ma femme, elle ne peut pas être partout. La maison a à peine un an. Elle a été construite l'année dernière, l'été dernier. Ça fait drôle de dire ça, ma femme ne peut pas être partout. Mais c'est non, comme c'est elle qui gère majoritairement la construction, du coup, je lui reconnais. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc ça, c'est la prochaine étape. Mais ça, pour peu, ça nécessite une expertise que là, on va faire ça à 2, qu'elle et moi, pour l'instant, on n'a pas. Et là, on aura besoin d'aller quêter un petit peu une expertise qu'on n'a pas pour l'instant. Donc moi j'ai aussi une question pour Benjamin. Et vous êtes, présentez-vous, c'est sympa. Moi je suis Arnaud, voilà. Arnaud, et j'ai une question concernant le temps de thermalisation du Earthquake, parce qu'il me semblait que c'était assez long en fait. C'est un Earthship, hein, les Earthquake. Pardon, ouais, autant pour moi. C'est moins sympa. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un temps, vu qu'il y a un énorme volume de terre à refroidir de façon pendant l'hiver pour qu'il refroidisse pendant l'été et à chauffer pendant l'été pour qu'il réchauffe pendant l'hiver, que ce volume de terre étant énorme, qu'il y avait un certain temps, que c'était pas forcément en un an, mais là vous avez l'air de dire qu'au bout d'un an, on sent des effets significatifs. Ouais, bah pour l'instant, pour l'été, là on va vivre l'hiver, donc je pourrais te répondre un peu plus tard l'hiver, mais pour l'instant l'été, le
la promesse et le concept. Nous, il faisait vraiment plus frais. Quand on allait chez nos amis qui avaient des maisons lambda, il faisait vraiment très très frais, quoi. Donc pour peu, là, ça a vraiment fonctionné parce qu'en fait, l'air froid qui sort du tube céramique, l'air qui sort du... il est toujours froid. Il sort à 15-16 degrés. Alors, la maison est semi-enterrée. Hein. Oui, la maison est semi-enterrée, pardon. Ouais. C'est ça qui est, je sais. Ouais. Il y a la partie nord est semi-enterrée, donc elle est de toute façon toujours... les puits canadiens sont dans la partie semi-enterrée. Et donc l'air qui sort des puits canadiens, on a 4 puits canadiens, il sort à 15-16 degrés. Mais quelle que soit la saison, il sortira toujours à 15-16. Donc après, nous, on doit ajuster. Été ou hiver, c'est par rapport au SAS, en fait. C'est par rapport à est-ce qu'on fait rentrer, par exemple cet été, ou là maintenant, en début d'hiver ou en fin d'automne, quand il fait beaucoup plus chaud dans la serre et plus froid dans les pièces, là, du coup, quand il fait très chaud dans la serre, parce que le soleil tape sur les vitres, on ouvre toutes les portes, et à l'inverse de ce qu'on ferait en été, par contre, là, on laisse la chaleur de la serre rentrer dans la pièce pour réchauffer la pièce. Et après, on ferme les portes pour bien isoler cette chaleur-là. Merci. C'est clair ? Oui. Ça va. Je crois qu'il y a des questions au-dessus. Je nomme... Ah, pardon, excusez-moi. Profite. Bonsoir. Michel. Bonsoir, Michel. C'est une question pour le Low-Tech Lab. Est-ce qu'au cours de vos parcours, là, notamment à l'étranger avec Nomades des mers, vous avez réussi à avoir des low-tech qui s'intégraient dans les économies locales ? Et est-ce que vous tirez des enseignements sur comment on pourrait transférer ces succès locaux dans nos sociétés à nous ? Ouais. Un des meilleurs exemples qu'on a vu, c'était en Thaïlande, où en fait, cette escale, c'était sur la question de l'autonomie alimentaire. Et un truc qu'ils adorent, les Thaïlandais, c'est les champignons. Sauf qu'il y avait très peu d'autonomie sur la production de champignons. Et Thor, qu'on a rencontré, lui, il a développé un système de culture donc ultra simple, mais au-delà de ça, donc il a la plus grosse champignonnaire de la comté, on va dire. Et en fait, il forme des personnes en local à cultiver leurs propres champignons, donc pour leur culture individuelle, mais aussi il rachète une partie de leur production, de leur surplus de production, et lui s'assure d'aller les revendre dans les restaurants, etc. Donc là, c'est super intéressant parce que ça a permis de développer à 40% l'autonomie de production de champignons, donc c'est dans la région de Phuket. Et en même temps, il a valorisé économiquement les gens qui habitaient dans le coin, etc. Donc ça a été un exemple vraiment hyper intéressant de redistribution, en gros, de richesse et aussi de production sur les gens. Quand vous donnez cet exemple, en fait, on se rend compte que c'est très large et que ce n'est pas juste des solutions techniques, parce que je crois que ce que vous attendiez, c'est peut-être juste, enfin, je ne sais pas, je me permets de parler à votre place, mais c'était une solution technique, c'est ça qui était... Donc c'était de démontrer que c'est aussi en lien avec l'ESS et qu'on est au-delà de juste une démarche technique. Parce que les solutions sont simples, elles permettent de vraiment relocaliser toute une chaîne en fait, de production et voilà, de gagner en autonomie, en agilité et en résilience in fine, puisque tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle dépend de métastructures, que ce soit de distribution de production, enfin tout quoi. Et réduire la chaîne. Voilà, de réduire la chaîne et de se réapproprier les choses. Et c'est quand même plutôt rassurant en fait, de savoir qu'on a allé plus ou moins tant de kilomètres à la ronde, tout ce qu'il faut pour survivre. Quoi. Et puis de savoir d'où ça vient. Pour vivre. Sur les low-tech, on étudie les succès, en fait, on se rend compte que le point où ils ont gagné, c'est sur le bon sens. Et qu'il y a beaucoup de systèmes industriels et high-tech qui se vendent très cher parce qu'on a mis beaucoup de superflu, mais que finalement, il y a une étape du bon sens qui a été ratée. Et dans les démarches qui illustrent très bien les gens qui sont ici, de regagner le bon sens, ça dégage des marges énormes et il y a une microéconomie qui peut se développer là-dessus. C'est l'évidence même, il faut juste se la réapproprier. Il y a, juste pour illustrer un exemple un peu plus technique, mais qui m'avait fait quand même beaucoup rigoler au téléphone sur le bon sens et l'espace et les stylos. Ouais, c'est une histoire de la NASA en fait pendant la guerre froide, donc il y avait la course à l'espace quoi. Et la question c'était on a des stylos, il faut qu'ils puissent marcher dans l'espace. Et donc les États-Unis ont dépensé des centaines de milliers d'euros à faire un stylo qui marche dans l'espace. Et en fait, l'URSS a fait quoi ? Ils ont simplement utilisé des crayons de papier quoi. Donc en repartant du de la bon question, sens donc. En repartant de la on leur redemandera. On avait un spécialiste de la NASA, mais on ne le savait pas. Mais
Mais cela dit, pour prendre un autre exemple, et pour le coup qui réunit les deux, à Munich, nous, l'eau que vous buvez, l'eau du robinet, comme vous le savez, elle est pure, mais pas complètement. Et plus on prend des médicaments, des pesticides qui vont dans les nappes phréatiques, etc., plus on est obligé de développer des stations d'épuration technologiques qui sont très compliquées pour casser ces molécules, ce qu'on ne sait pas faire. Et dans la région de Bavière, à Munich, ils se sont dit que plutôt que de développer tout ça, ils allaient sponsoriser les agriculteurs pour faire du bio. Du coup, ils ont des nappes phréatiques qui sont propres et ils n'ont plus de stations d'épuration. Et les Munichois, c'est quand même pas un tout petit village, boivent de l'eau qui descend directement de la montagne. Donc c'est une économie, pour le coup, très low-tech. Voilà. Moi, j'ai juste une petite minute, parce qu'il y a un exemple que je vais vous faire rentrer un peu dans notre intimité, mais parce qu'on parlait de bon sens, en fait, et je trouve qu'on a complètement perdu le bon sens, et c'est super drôle, hein, vous allez voir. Mais un jour, on se réveille, et en fait, on s'aperçoit que dans la phytoépuration, où on avait fait pousser des roseaux, parce qu'ils sont censés filtrer pour ensuite redégager sur le terrain en bas, on voit des tomates de partout. Mais des tomates comme ça, des petites, des grosses, il y en a de partout, de toutes les couleurs. Et on se dit, mais c'est pas possible, elles viennent d'où? On n'a pas planté de tomates. Et en fait, on a réfléchi, et ça a été confirmé après. En fait, c'est parce qu'en fait, c'était les grains de tomates qui sont dans nos excréments, en fait. Et ça passe par le broyeur, et après, ça descend dans la phyto. Et ça, en fait, non mais ça, vous rigolez, mais en fait, avec nos excréments, on a produit, je sais pas moi, pour à peu près 6 mois de sauce tomate pour l'hiver, quoi. Voilà, c'était la minute intimité. C'est vraiment... Ouais, parce qu'il faut la faire bouillir quand même, hein, l'eau. Mais c'est génial, moi je trouve ça génial. Et c'est de la même manière, ma femme elle me dit, bah, quand tu vas faire pipi, va pisser, t'as de l'azote, quoi. Donc va pisser sur les plantes. Ça, sur les orties, surtout. Ben oui, oui. Ça tue les orties, pour faire exactement. Tout à fait. Voilà, je voulais préciser cette petite intimité qui me paraissait bien. On va s'arrêter là par contre, hein, sur l'intimité après. Alors, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Shun et déjà merci pour vos partages, super intéressant. Et ma question c'est pour Benjamin, encore, mais en rapport avec ce que Thomas avait donc expliqué tout à l'heure par rapport au faire bouger les pouvoirs publics. Donc c'est par rapport à la phyto aussi, la phytoépuration. Si je comprends bien, elle se trouve à l'intérieur de la maison. Non, elle est à l'extérieur. Non, elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur de la maison. Ok, oui. d'accord. Elle est à peu près à 5 mètres. Mais la serre. La serre est à l'intérieur, mais fonctionne aussi comme de la phytoépuration. La phytoépuration, c'est là où sont déversées nos eaux noires. Hein. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle phytoépuration, c'est là où partent nos eaux noires. Elles, les eaux grises, elles vont dans la serre. D'accord. Et les plantes filtrent. Voilà, les eaux grises, elles vont dans les eaux grises nourrissent, en fait, alimentent la mare qui est constamment sous les plantes de la serre. Là, les plantes, elles filtrent, elles font leur job. Et l'eau qui est propre, elle nous sert après. Elle est utilisée quand on tire la chasse ou quand on va à l'évier de la cuisine. Elle sert aux eaux noires. Et c'est cette eau noire-là, après, qui part dans la phyto, donc la fameuse phyto des tomates, qui, elle, filtre. Et ensuite, l'eau qui est filtrée part ensuite en bas sur le terrain. Voilà. Donc, en fait, les eaux grises, il n'y a rien qui se perd. D'accord. Donc, les eaux grises donc, est filtrée dans la serre. Oui. En parlant donc de pouvoir public, c'est que comment vous avez obtenu le permis de construire? Parce que moi, j'ai pas réussi. Bon, alors vous êtes prêts? Non, je vais répondre très simplement. Le permis, on l'a eu en 7 jours. Pour une maison qui, a priori, on nous avait dit qu'on n'aurait jamais le permis en France. Donc ça, c'est pas vrai. Donc ça, je tiens vraiment à le dire, c'est possible. On n'est pas obligé d'être un expert de l'éco-construction pour construire un Earthship. On n'est pas obligé d'être un altermondialiste ultra convaincu pour construire un Earthship. Et arrêtons de croire qu'on a des administrations qui vont nous bloquer. Notre exemple, nous, c'est que le permis, on l'a eu en 7 jours. On a vraiment bossé main dans la main avec le service d'urbanisme. Alors le fait d'être dans un petit village en Dordogne et qu'il soit effectivement très enthousiaste quant à l'idée de recevoir cette initiative, qu'il ne soit pas méga busy, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc peut-être que ça a aidé. Mais du coup, pour la phyto, par contre, Earthship sait faire ça. Et normalement, ils le font. Sauf qu'on ne peut pas avoir l'aval du SPANC. Et ceux qui ont construit une maison savent que si tu n'as pas l'aval du SPANC, tu n'as pas le permis. Et pour avoir l'aval du SPANC, il fallait que notre phyto, elle soit d'une filière agréée. Nous, on a la chance, il y avait une filière agréée qui s'appelle Aquatiris, qui est à Bergerac, et c'est lui qui a construit. Donc là, par contre, c'était un coût supplémentaire de 5 000 €, que normalement, Earthship aurait dû faire dans ce qu'on les payait. Voilà. Mais une fois qu'on a prouvé que le SPANC faisait, qu'on avait la filière agréée,
Le SPANC met le tampon et le permis, on l'a eu en 7 jours. Il n'y a pas eu de souci. Mais ça dépend évidemment du bon vouloir aussi, de l'urbanisme, du maire, là où ils sont, de la région. Exactement, mais ça, nous, on avait acheté le terrain parce qu'on savait que le maire nous soutiendrait. Il faut aller en Dordogne, ils adorent ce genre de... Voilà, quitter la ville. Alors, je vois, oui, et après la jeune fille qui levait la main. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Elliot. Pour revenir au côté un peu intime, vous n'avez pas de toilettes sèches? Parce que pour non, on n'a aucun intérêt à avoir des toilettes sèches, je viens de vous l'expliquer. D'accord. Si on a des toilettes sèches, on n'a pas d'eau dans la mare, donc on n'a aucun intérêt à avoir des toilettes sèches. Ok, d'accord. Ouais, c'est que ça peut aussi faire du compost et dans le cas revenir au le même, compost, de toute façon, on a des principe, poules quoi. maintenant et avec le potager, de toute façon, on fout tout sur le potager en bas. Donc le compost, c'est pas un souci. Non, et pour peu, c'est vrai, c'est pas un choix, c'est que c'est limite une obligation. D'accord. Si tu as une toilette sèche, ta mare, elle fonctionne pas. Elle a fonctionne besoin pas, des eaux grises, ouais. Elle a besoin des eaux grises des toilettes. ok. Ouais, enfin, elle a besoin des eaux grises parce que si t'as pas les eaux grises pour les eaux noires, mais bon, on se comprend. Ouais, mais en j'ai gros, compris, ouais. on n'a aucun intérêt et c'est beaucoup mieux de pas avoir de toilettes sèches. Ok. C'est là que c'est génial. On peut prendre des douches longues et on n'est pas obligé d'avoir des toilettes sèches. Oh, ça peut être bien les toilettes sèches aussi. Ah, moi, j'adore les toilettes sèches, hein, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de cette eau pour ma maison. Yes, bonsoir Mathieu. Je voulais vous interroger toujours sur la maison, sur le coût de la maison, puisque 100 personnes sur un mois, les matériaux, il y a beaucoup de récupération. Est-ce que vous avez réussi à l'estimer? Puisque moi, c'est un type de projet qui pourrait m'intéresser, voilà, pour aller m'installer à la campagne. Il y a pas mal d'habitats légers qui trouvent preneurs, qui donnent envie aux gens, d'ailleurs dans les villes, de retourner à la campagne, le mouvement des tiny house, etc. Comment reproduire ce modèle? Je ne connaissais pas et c'est intéressant. Et juste une petite aparté pour Madame Dicia Hayet. Vous avez Dicia, appelez-moi Dicia. Au début, vous avez dit c'est pas moderne, c'est pas moderne, c'est pas moderne. Juste avant de parler de modernité, c'eût été intéressant de définir collectivement qu'est-ce que la modernité. Alors là, je me faisais l'avocat du diable. Bien sûr, vous l'avez compris quand même. Je me permets juste de reprendre ce dont vous avez parlé sur les 100 personnes. En l'occurrence, il se trouve que quand Benjamin et Pauline ont construit la maison, pour la première fois, Earthship fait des académies, et normalement ils font ça à Taos au Nouveau-Mexique. Et si vous voulez aller voir les photos du village de Taos au Nouveau-Mexique, c'est très impressionnant parce que c'est tout un village de Earthship. Il l'avait fait en Amérique du Sud. Et pour la première fois, il faisait ça en Europe. Donc les 100 personnes viennent bénévolement et elles suivent des cours un jour sur deux. Et un jour sur deux, elles sont sur le chantier. Et vous avez quelqu'un qui en a fait l'expérience, qui s'appelle Michel, qui est juste là, qui a passé un mois sur le chantier. Donc ça, c'est pas dans les coûts, quoi. Les personnes, elles sont bénévoles et... Ah oui, alors là, c'est... Non, mais alors du coup, t'as deux fonctionnements. Donc si demain, tu te réveilles, tu dis, tiens, moi, je vais faire un Earthship, t'as deux... Là, je vais essayer de faire court, parce que ça peut être très long. Mais tu as le Earthship officiel, qui est donc le système que nous, on a choisi, d'où tu fais venir Michael Reynolds et son équipe. Donc là, ça a un coût. Nous, on a eu la chance d'avoir Michael Reynolds pendant un mois. Et si on l'a eu pendant un mois, c'est parce qu'il y a eu le chantier École l'Académie. Sinon, ça aurait été compliqué pour nous de l'avoir un mois. Ou alors, tu as le Earthship inspiré. Et alors là, parce que Michael Reynolds n'a pas breveté, n'importe qui ici en open source peut aller prendre les plans d'un Earthship. Et tu peux partir dans une aventure solitaire ou avec ta femme ou tes amis ou qui tu veux. Sauf que là, a priori, ça va te prendre, tu auras beaucoup plus de flexibilité sur les matériaux que tu vas utiliser. Nous, on a eu plus de contraintes puisqu'ils te font la promesse de le faire en 24 jours ouvrés. Ce que je veux dire, surtout, il n'y a pas d'hégémonie de compétences. Hein. Les 100 personnes, il y avait Michel qui est très très bon, et puis il y avait des gens qui avaient beaucoup de bonne volonté comme moi et qui sont des billes. Donc c'est compliqué de leur dire d'avoir une hégémonie de compétences. Donc bref. Et là, tu vas partir a priori sur une aventure de 2 à 3 ans. Mais tu peux le faire sans faire appel à Earthship. Nous, pour répondre à ta question du prix, on est sur un prix qui est grosso modo au prix du mètre carré de construction qui est identique à une maison lambda. Voilà. Ça te... À Paris, c'est 10 000, en province, c'est... Non, mais alors, attends, bon. Le problème, c'est que nous, c'est... une fourchette. Alors, je vous compte pas le prix du terrain, parce que je suppose que le prix du terrain, c'est pas le même en Seine-et-Marne. Voilà. Sans le terrain, tu es sur une fourchette de 150 à 180 000. Voilà. Ouais. Allez, non, pardon, 120 à 150, pardon. Voilà.
sans les terrains, frais de notaire, huissier, machin, patati. Et oui, la manœuvre, en l'occurrence, c'était Earthship. Et puis quand Earthship part, la maison, elle est hors de hors d'air, mais elle n'est pas terminée. Donc ma femme, elle est géniale, mais c'est pas Superman, donc il faut quand même qu'on paye des gens pour venir l'aider. Et donc ça rentre dans le coût que je viens de te donner. Il y avait une jeune fille qui attendait le micro depuis tout à l'heure. Hop, merci beaucoup. Mais je tiens à préciser que tu n'as plus aucune facture après, hein, au cas où. Ouais. Bonjour et merci pour vos interventions. Je ne sais pas trop à qui poser ces questions, c'est un peu global, mais moi aussi j'ai très envie de partir à la campagne, hein, mais au-delà on a quand même l'impression que c'est beaucoup des solutions rurales, on va dire. Est-ce qu'il y a un avenir low-tech de la ville, en fait, un avenir justement pour changer aussi d'échelle, parce que tout le monde ne va pas... peut-être que tout le monde va partir à la campagne, mais... Non, mais c'est pas la solution non plus, mais Thomas va répondre, il est plus compétent que moi là-dessus. Tu me files la bonne question, là. Toi, tu as répondu d'une certaine manière. Ouais, bon, on en a pas mal discuté pendant la préparation. Ce qu'on a marqué dans la note, je reviens encore à la note de la fabrique écologique, mais on a clairement dit, avec les densités de population qu'on a maintenant, l'infrastructure centrée sur le tout bagnole de laquelle on hérite, avoir un raisonnement absolu en termes d'high-tech, c'est sûr que ça ne marche pas. Les low-tech, je ne pense pas qu'elles pourront se généraliser en ville. Mais je vais quand même essayer de répondre un petit peu. Le premier truc, c'est que je pense qu'une fois que tu t'intéresses au sujet, tu trouves toi-même en fait des idées que moi, je ne vais pas avoir. Donc, tu vas avoir des idées différentes. Et après, pour être encore plus précis dans le détail, moi, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, par exemple, mon mixeur électrique, bon, il tombe en panne, c'est en plastique, c'est de la camelote, encore un déchet électronique en puissance, quoi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait non seulement des trucs à ficelle, vous voyez, qu'on tire, ça fait zzzz, ça marche super bien. Et il y a aussi d'autres trucs, alors j'ai pas pu me faire livrer en France, mais à manivelle, mais une bonne manivelle, quoi, un truc garanti, je sais pas combien d'années, avec un décuplage de la force qui mixe super bien. Donc pas besoin de le brancher, pas besoin d'électronique, donc ça veut dire pas besoin de panne. Et même s'il marche plus, on a peut-être un peu moins peur de l'ouvrir pour voir où est-ce que c'est cassé, alors qu'un truc électronique, on l'ouvre même pas parce qu'on sait qu'on trouvera jamais la panne parce qu'on n'y connaît rien. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre en cherchant? J'ai trouvé plusieurs trucs, mais tu vois, l'idée c'est... Je t'ai perdu dans le public, t'es là. Mais l'idée c'est, tu vois, pas que je te donne moi mes idées, mais je pense qu'une fois qu'il y a la curiosité, franchement, en rentrant chez nous, là, on va sur YouTube ou n'importe, et en fait, en 2 secondes, on a des super idées, et chacun va prendre un chemin différent. Moi, c'était la cuisson solaire qui me faisait triper, et du coup, j'ai trouvé plein de trucs, et puis voilà, toi, tu trouveras d'autres idées, donc quand on aura d'autres, on pourra échanger, mais je pense que ça se trouve en ville. Ça se trouve. Et savoir ce qu'on consomme, je reviens sur ce que disait Benjamin, par exemple. Moi, je me souviens d'une chose que j'avais apprise sur le chantier et qui m'avait beaucoup impressionnée, c'est ce que consommait une bouilloire. Et je ne pensais pas que ma bouilloire consommait autant. Donc, du coup, faire chauffer dans une casserole et pas utiliser la bouilloire. Et puis, Si tu ne te mets pas dans le contexte de le savoir, tu ne le sauras pas. C'est là où à un moment, il faut que tu sortes de ce contexte-là. Tu étais obligé, sinon tu n'auras pas cette démarche d'essayer de comprendre des choses qu'un environnement urbain au quotidien ne t'offre pas peut-être le terreau à un moment de te confronter dans la réalité à un questionnement. Théoriquement, tu l'as, mais c'est toujours, moi je dis toujours, c'est toujours le mais en fait, quoi. Il y a toujours un mais qui nous empêche à un moment d'aller un peu plus loin de là où on voudrait aller. Donc, ah oui, je voudrais bien, mais, ah oui, c'est vrai, je prends la voiture, mais, ah oui, c'est vrai, oui, j'ai pas eu le temps d'aller au marché, mais, et en fait, je dis pas que c'est facile, mais tant qu'il y aura ce mais, moi, je me considère plutôt comme un militant écologiste, et je trouve que la low-tech, dans la philosophie que ça implique, c'est génial, mais je suis pas un tech, hein, je suis pas un geek, comme vous l'aurez remarqué, mais du coup, tant qu'on aura ce mais, on gagnera pas à ce combat-là, et j'ai l'impression que juste à un moment, sortir d'une zone de confort, quelle qu'elle soit, va te permettre d'avoir les outils pour donner une réponse à ce mais. Et à un moment, il faut qu'on arrive à franchir ce pas et à pas tout le temps se donner des excuses avec des mais. C'est ce que nous, on a essayé de faire avec le Earthship. Et ça implique effectivement un changement complet de comportement au quotidien, d'une résilience, d'une simplicité. Je donne un petit exemple, 10 secondes. Hein. Moi, j'ai acheté un Fairphone parce que je me suis dit, c'est fini, les téléphones, les Samsung, machin. Fairphone. Le Fairphone, c'est le même prix. C'est 550 €. Okay, donc,
quand tu reçois le téléphone, déjà tu vois le truc à 550 €, c'est très cheap. Hein. Donc c'est ce que tu disais. Donc il ne faut pas attendre. Donc là, c'est un acte militant. Le truc, c'est que depuis, il fait que bugger mon Fairphone. Tout le monde me dit, vas-y, putain, vas-y, renvoie-le, rachète-toi un truc, c'est ton outil de travail. Ben ouais, je suis têtu, je garde mon vieux téléphone parce que le Fairphone, le problème, c'est qu'ils ne te le reprennent pas comme ça. Tu ne peux pas le renvoyer par la poste, ils vont t'en renvoyer. Ils t'indiquent dans un email, étape par étape, ce que tu dois faire. Et comme moi, je suis une bille, ça va me prendre 2 jours pour venir faire ce qui... Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est génial parce que ça demande du temps, mais ça t'oblige à prendre ce temps. Et dans les sociétés où, en fait, on vit dans une société où ne pas avoir du temps, c'est bien, en fait. Ça te donne limite presque un statut. Et tant qu'on n'apprendra pas à reprendre le temps, et nous, on a fait le choix de la campagne parce qu'à la campagne, le temps, c'est pas ton ennemi, le temps, c'est ton ami. Et je trouve que tu as un rapport au temps qui est différent. Voilà. Alors le temps, ce soir-là, c'est plus complètement notre ami par contre. Donc on va faire encore 2 questions à peu près. Ouais. Alors rapidement du coup, comme ça on essaie d'en faire 3. Bonsoir. Moi c'est Robin. J'ai une question pour Thomas et Amandine. J'ai eu la chance de voir, en l'occurrence aux États-Unis, c'est pour rebondir sur la question de la modernité des low-tech, des labos qui travaillaient sur justement des solutions low-tech, plutôt orientées médecine, typiquement des gens de centrifugeuses pour des échantillons de sang basés sur le principe de toupie. Voilà. Et je voulais savoir si en France, il y avait aussi des labos ou des universités qui travaillaient sur ces sujets-là pour des thèses, parce que en l'occurrence, j'en ai pas vu tant que ça. Vraiment rapidement, comme ça, on peut avoir encore 1 ou 2 questions. Oui, alors je me suis posé la même question parce que, comme je l'ai dit, je viens du high-tech et je bossais en recherche high-tech, donc batterie, pile à combustible avec plein de platines. Et à l'époque, quand j'ai cherché, c'était maigre. Hein. C'était très maigre. Et je pense que ça colle pas forcément à la structure de la recherche telle qu'elle est à l'heure actuelle, les financements, l'équipement de laboratoire, etc. Mais depuis, ça a dû bouger. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais effectivement, c'est une question qui me semble centrale parce que tant qu'il n'y a pas de recherche, les innovations ne débouchent pas. On voit bien qu'il y a une émergence qui manque et du coup, certainement, beaucoup à faire. Mais peut-être que la structure des labos ne sont pas trop adaptées. C'est aussi pour ça qu'il y a des choses comme la Paillasse, un laboratoire ouvert, un peu plus citoyen. Voilà, en tout cas, ils essaient des modèles différents. Amandine, très rapidement, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, carrément. En fait, pareil, des collaborations que nous on a pu avoir, il y a des labos publics comme l'IRD qui se penchent sur la question parce qu'ils travaillent aussi sur la question de l'aide au développement, donc ils ont un intérêt direct. Il y a des entreprises qui développent des pôles R&D spécial innovation frugale, innovation low-tech. Donc après, il faut les spotter et puis essayer de s'intégrer là-dedans. Et surtout, il y a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui développent des modules sur l'innovation low-tech. Et voilà, donc nous, on a commencé à donner des cours, par exemple à Brest, dans une école d'ingé, et je sais que dans plusieurs autres écoles, ça se fait. Et voilà. Donc il y a même, je crois, un cursus annuel, justement, qui est en train de se faire. Et je crois que là-haut, il y a quelqu'un qui a une autre initiative en tête. Alors, on va donner la parole au jeune homme qui est d'ailleurs le porteur du projet Agami de la voiture en jute qu'on a vu tout à l'heure. Merci. Du coup, pas pour répondre à la question, mais pour donner une clé, il y a le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, à Paris, du coup. Alors, qui, le micro, là. C'est moi, pardon. Ah, pardon. Désolé, Très bien. Oui. Donc, du coup, il y a je pense que dans les Fab Labs, il y a aussi beaucoup de choses à voir à ce niveau-là. Et donc, juste rapidement, donc, le CRI, tu peux aller regarder, je ne sais pas qui avait posé la question. Voilà, Centre de recherche interdisciplinaire. Et je suis désolée, on va passer à la dernière question. La jeune fille en rouge, juste derrière. Ah, pardon. Pareil, juste pour répondre à la question, ça va durer 30 secondes, t'inquiète. Je viens de découvrir SOS Science, qui potentiellement peut répondre à ça avec des scientifiques qui travaillent sur ce genre de problématiques, la science au service de la société. Voilà. Et sur Google, parce que les high-tech, c'est quand même pas mal de temps en temps. Pas Google, sur Lilo, pardon. Une dernière question? Une dernière question qui est très globale. Est-ce que pour vous, la low-tech a des valeurs ou bientôt on va devoir faire face à de la low-tech washing? Les deux, mon capitaine. Oui, je pense qu'il y a des valeurs intrinsèques. Cette réappropriation, en fait, un lien avec, par exemple, la personne qui a produit l'objet. Le lien social n'est plus découplé du lien avec l'objet. Et oui, il y a aussi du low-tech washing, puisque ce terme sera évidemment récupéré, estampillé. Il y aura des business models de multinationales, je pense, qui feront du low-tech, comme à chaque fois, quoi. Puis on continuera à faire nos trucs selon nos valeurs, et puis on trouvera peut-être de nouveaux mots, des nouveaux concepts. Alors je suis désolée parce que malheureusement, il va falloir qu'on
finisse. Du coup, justement, pour finir, le mot de la fin, est-ce que vous pouvez me résumer le message principal pour chacun d'entre vous en 1 minute? Amandine, c'est quoi pour vous le message principal ce soir que vous voulez faire passer aux gens qui sont là? Pour moi, c'est vraiment qu'il ne faut pas garder en tête que low-tech égale déchets, égale pays en développement, égale solution qui rétrograde, etc. C'est vraiment un questionnement à avoir et surtout de comprendre aussi l'intérêt de ça, parce que si on parle de low-tech, c'est en opposition au high-tech, et pour ça, il faut vraiment comprendre les enjeux du high-tech. On en parle très peu, on en parle un petit peu maintenant avec les questions d'extraction, de ressources minières, etc. Mais il y a tout un tas d'autres dérives, que ce soit environnementales, bien sûr, mais aussi sociales, sociétales, humaines, même humanitaires, de relations internationales, etc. Et donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, forcément, normalement, on essaie d'agir pour ça. Et aussi que chacun essaie de se trouver son propre déclic. Paradoxalement, moi j'ai toujours été plus ou moins convaincue à partir du moment où j'étais dans le mouvement. Mais je crois que j'ai vraiment trouvé la justification qui me parlait, il y a 3 jours. Et, et c'était justement la question de l'outil. Comme quoi, en fait, tous les outils qu'on a développés, donc à la base très primitifs, et puis maintenant de plus en plus technologiques, que ce soit les smart grids, les voitures, les villes, etc., pour s'extraire en fait de la condition naturelle et de l'équilibre naturel qu'il y avait aux origines de la Terre, entre guillemets. Et qu'en fait, essayer de baisser ce niveau de technologie, c'est aussi essayer de rétablir cet équilibre-là. Et moi, en fait, ça m'a vachement parlé. Et donc, c'est peut-être à chacun de trouver sa justification dans le low-tech. Voilà. À vous de trouver la vôtre. Benjamin, en 1 minute. Waouh. Vivre dans une maison autonome, c'est pas une renonciation, c'est une reconnexion. C'est une première étape pour une dédomestication qui, pour moi, est essentielle pour réapprendre en fait ce qu'est la nature et comment on essaie d'apprendre d'elle et pas toujours la forcer pour des besoins matériels pour lesquels on sait que, et quand on vit dans une maison autonome, on apprend vite à faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et voilà, c'est parce que souvent on se pose la question un peu par rapport à la modernité, par rapport au progrès, et en fait c'est vraiment pas, on renonce à rien, c'est juste qu'on change un quotidien, et du coup tu vois un peu ton quotidien de consommateur et de citoyen à travers un autre prisme, et notamment à travers les déchets, comme tu le disais. Moi, aujourd'hui les déchets, tu tends automatiquement vers le 0 déchet, c'est une logique, tu n'as pas le choix, c'est pas une renonciation, c'est une conséquence naturelle qui en fait est juste tout sauf une contrainte, voilà. À moi. Absolument, bravo Thomas, vous suivez. Ouais, du coup, moi aussi j'aimerais parler de modernité pour ce mot de la fin, et j'ai même dédié ma minute à Ivan Illich, donc I2LICH pour ceux qui prennent des notes, je vous conseille vraiment. La modernité, c'est la vitesse, la puissance, etc. Il a fait ce calcul que je trouve génial et qui peut être appliqué à beaucoup de choses. Il a comparé la vitesse d'un piéton et d'une voiture. Vous allez me dire, c'est pas sorcier, je vois qu'il y en a qui connaissent. Donc le piéton, il part, mettons, il va en Chine, il avance tranquillement à 5 km/h, il fait des pauses. Et le mec en voiture, il va commencer à bosser pour s'acheter la voiture. Donc il bosse, il gagne de l'argent et tout. Puis après, il y a le carburant, donc il calcule, il met un peu de côté pour les réparations, les pannes, le joint de culasse et tout ça. Et il part, mais vachement plus tard du coup, parce qu'il a passé tout ce temps pour une espèce d'intermédiaire, la médiation, la voiture, parce que ce qu'il voulait, au fond, c'était aller en Chine, à l'autre bout du monde, et il part. Et au final, dans les années 70, il y a un truc, avec ce calcul, ils allaient à la même vitesse. Alors ça, si on réfléchit à ça en termes de cuisson, de tout, en fait, d'énergie, oui, c'est vrai, j'ai peut-être mis pas mal de temps à fabriquer mon four solaire. Pareil, je n'étais pas très bon pour bricoler comme toi. Mais au final, voilà, qui est arrivé le plus vite Voilà, c'est la question que je laisse en suspens. Et puis le chemin, du coup. Il y a tout le voyage, quand même, qui va avec. Voilà, je pense que... Je ne sais pas si on vous a vraiment apporté des solutions. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que les low-tech, c'est très large et que chacun doit s'approprier cette idée, ce concept, cette philosophie de vie, et que donc vous pouvez tous trouver des solutions. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, merci à tous pour cette soirée. Et bien sûr, j'en profite avant de vous laisser partir pour vous rappeler les sujets des prochaines UP conférences. Dès que je les ai retrouvés sur ma petite feuille, vous avez Décloisonnons l'économie le jeudi 13 décembre 2018 à Pan
Tant pis peur, Paris 11, enfin tout ça est sur le site, Up Café, un petit pas pour l'entreprise, un grand pas pour la planète. Est-ce que tout ça s'affiche derrière moi? Voilà. Au café Fluctuac Nec Mergitur à Paris 10. Et puis, l'urgence du vivant vers une nouvelle économie, le 28 janvier à 19h15, Les Canaux, Paris 19. Voilà. Merci à tous.